Jacques Beau, bonjour. Bonjour. Nous allons aujourd'hui parler des événements qui ont fait la une de l'actualité ces 3 derniers mois. Et en premier, quelle est, à votre avis, la situation en Ukraine aujourd'hui ? On pourrait résumer la situation de la manière suivante. Nous sommes le 6 septembre, donc un mois exactement après le début de l'opération ukrainienne en Russie. Et on peut dire que cette opération est maintenant stabilisée. Les Ukrainiens occupent toujours une petite partie du territoire russe, mais l'incursion est stabilisée. En même temps, on a sur la ligne de front principale, puisque les combats principaux se déroulent toujours dans la région du Donbass, on a un front ukrainien qui s'effondre lentement, mais avec un rythme qui s'accélère. Et puis, on a une situation à l'intérieur de l'Ukraine qui se dégrade au niveau des autorités, de la gouvernance et au niveau de la situation intérieure. Donc voilà en gros le tableau qu'on peut avoir en ce début septembre. Alors pour aller plus dans les détails, pourquoi l'incursion en Ukraine était considérée par Zelensky comme un plan de victoire ? Pour comprendre, il faut revenir un petit peu à la pensée clausewitzienne, et c'est celle qui anime ou qui est sous-jacente à la pensée militaire à la fois russe et dans une moindre mesure à la pensée militaire ukrainienne. C'est que dans chaque conflit, chacune des parties au conflit a un élément, selon Clausewitz, un élément duquel découle la capacité qu'a cette partie ou ce pays à mener la guerre. Pour la Russie, cet élément qui est central à la conduite de la guerre, c'est en fait la stabilité du pays. C'est la perception des Russes et c'est la perception aussi des Ukrainiens. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le président Poutine s'est intéressé à maintenir la guerre hors du territoire russe et à avoir des conditions de vie pour l'ensemble de la population russe qui ne changent pas malgré le déroulement de l'opération spéciale en Ukraine. Et puis d'un autre côté, vous avez les Ukrainiens qui ont très bien compris ce phénomène et qui essayent, depuis le début de la guerre, le début de l'opération militaire russe, d'amener le conflit à l'intérieur du territoire russe. Ce qu'ils ont fait avec notamment des attentats d'ailleurs terroristes, qu'on peut qualifier de terroristes, contre Tatarsky, Alexander Dugin, etc., y compris l'attentat contre ce centre Crocus dans les environs de Moscou. Et puis les différents attentats qu'il y a eu contre des installations, des raffineries, des installations militaires, des installations civiles également à l'intérieur de la Russie. L'idée étant, en amenant cette instabilité à l'intérieur du territoire russe, d'amener la population russe à s'interroger sur le conflit et finalement à remettre en question les décisions et la légitimité des décisions et du gouvernement russe. Voilà, ça c'est l'objectif. Et donc, le fait de venir avec une opération militaire à l'intérieur du territoire russe était pour les Ukrainiens, effectivement, dans leur esprit, un plan vers la victoire, comme l'a dit Zelensky. Et ce que je dis là pour amener la guerre sur le territoire russe, ce n'est pas une invention de ma part. Zelensky, quelques semaines avant l'incursion de Koursk, avait déclaré il faut que les Russes sentent la guerre sur leur territoire. Donc on est vraiment sur une démarche, si vous voulez, stratégique dans sa substance. Tout le problème est que toute intelligente que puisse être cette idée stratégique, il faut qu'elle soit en cohérence avec les moyens opérationnels que vous avez pour la mettre en œuvre. Et c'est là que le bas blesse. Parce que l'armée ukrainienne, on peut dire depuis le printemps 2022, elle a été très fortement dégradée, pour ne pas dire anéantie, matériellement, pas au niveau des hommes, mais au point de vue du matériel, par les Russes. Et depuis mai 2022, l'armée ukrainienne dépend des Occidentaux. D'ailleurs, c'est Zelensky lui-même qui l'a dit. En mai-juin 2022, il a dit à partir de ce moment, nous sommes dépendants des Occidentaux pour notre armement.
Et donc, effectivement, il y a une dégradation très forte qui n'a fait que s'accélérer, ce qui a conduit d'ailleurs à fournir les M1 Abrams, les Léopard 2, etc., à la fin, et au début, fin 2022, début 2023, et puis à continuer ces livraisons jusqu'en 2024, puisque une grande partie de ces matériels ont été anéantis durant la contre-offensive de juin 2023. Donc, on est dans la continuation d'un effritement du potentiel ukrainien qui s'est amorcé donc, en 2022 et qui répond à cette idée d'ailleurs que Vladimir Poutine avait déclaré le 24 février 2022. L'objectif était la démilitarisation de l'Ukraine. Donc, on est effectivement dans cette dynamique-là. Quels sont les problèmes ukrainiens liés à cette opération? Le problème de Zelensky en faisant cette opération à Koursk, qui, comme je le répète, quant à l'idée stratégiquement n'était pas mauvaise en soi, stratégiquement parlant, mais elle devait être garantie par des ressources d'importance, d'une importance aussi grande que l'importance stratégique qu'on donnait à l'opération. Or, ça n'a pas été le cas. Et en fait, avec cette opération, les Ukrainiens se sont affaiblis de trois manières, si vous voulez. La première manière, c'est que pour amener des ressources dans la direction de Koursk, ils ont dû dégarnir les forces qui combattaient dans la zone principale des combats, qui reste et qui n'a pas changé depuis maintenant 2 ans, c'est la région du Donbass. Et il a fallu retirer des forces de cette région cruciale pour les amener à Koursk. Donc on a, si vous voulez, déjà une dilution des forces ukrainiennes. Et puis, ensuite de ça, il y a un deuxième effet, c'est que en s'étendant à Koursk, et on le voit quand on regarde la carte, en allant faire cette opération à Koursk, l'Ukraine a étendu sa ligne de front de 900 à plus de 1000 km, n'est-ce pas? La ligne de front, grosso modo, qui est dans la ligne des combats principaux, c'est environ 900 km, et Koursk est 150 km plus loin. Donc ça veut dire que la ligne de front pour les Ukrainiens s'est étendue 900 km. Ça veut dire que les lignes logistiques sont étendues, etc., etc. Donc on a une première dilution qui est due au déplacement des forces et une deuxième dilution qui est due à une baisse de densité des troupes sur l'ensemble de la ligne de front puisqu'elle s'est étendue. Et puis il y a un troisième élément qui n'a pas joué en faveur des Ukrainiens, c'est que en créant une nouvelle opération sur le front, mais une opération qui était très distante des opérations principales, eh bien, il n'a pas su créer des synergies qui auraient pu alléger, si vous voulez, la charge du combat dans la région du Donbass. Donc, l'Ukraine s'est presque volontairement affaiblie de cette manière, si vous voulez, parce que ces opérations n'allègent absolument pas ce qui se passe dans le Donbass. Et on le voit à telle enseigne qu'aujourd'hui, la situation s'est stabilisée dans la région de Koursk. On voit des forces ukrainiennes qui sont reprises de Koursk pour les réinjecter dans le Donbass. Donc on a effectivement un problème. Est-ce que les Russes étaient au courant de cette opération? La question qui s'est posée concernant cette offensive vers Koursk a été de savoir si les Russes l'avaient laissé faire ou avaient été vraiment surpris dans cette affaire. Or, lorsqu'on observe le déroulement des événements avant le 6 août 2024, donc avant le déclenchement de l'opération ukrainienne, on s'aperçoit que les Russes ont retiré des forces de la région de Kherson, et en particulier des éléments où la 810e brigade d'infanterie de marine, qu'ils ont retiré du secteur de Kherson pour l'amener dans la région de la centrale nucléaire de Kourchatov, ou bien qu'on appelle plus communément centrale nucléaire de Koursk. Et puis ils ont positionné le groupe d'intervention Akhmat, qui est le groupe d'intervention tchétchène, c'est un
un élément de la garde nationale, dans nos médias on réfère surtout comme étant d'une milice tchétchène. Ce n'est pas une milice, c'est une partie de la défense territoriale de la garde nationale russe, et qui a été positionnée dans le secteur de Koursk. Donc ça veut dire en clair que les Russes ont compris qu'une offensive allait se dessiner dans cette région. Les Ukrainiens ont préparé cette offensive avec un groupe relativement réduit. Et c'est sans doute la raison pour laquelle les Russes n'ont déployé aussi dans cette région que finalement des effectifs relativement limités. Et c'est juste après le lancement de leur offensive, les Ukrainiens ont très rapidement retiré les troupes du Donbass pour les amener dans la région de Koursk. Et c'est peut-être pour ça que quand on voit, enfin c'est pas peut-être pour ça, c'est la raison pour laquelle quand on voit les communiqués de l'état-major russe, on voit que les premiers signes ou la première offensive, les Russes ont perçu ou détecté environ 1000 à 1200 hommes, mais que très rapidement on est passé à 8000, 9000, voire jusqu'à 11 000 hommes. Tout simplement parce que, probablement pour des raisons de discrétion, les Ukrainiens sont partis avec une force relativement limitée, et très rapidement ils ont amené des ressources pour essayer de renforcer le secteur de Koursk. Alors pourquoi ce secteur n'a pas eu le succès escompté, malgré que il était en fait relativement dégarni. Et on sait qu'il est dégarni parce qu'il l'est depuis longtemps, puisque en avril 2023, les documents qui ont été fuités des renseignements américains, montrent que la densité de troupes russes qui faisaient face aux Ukrainiens dans le secteur de Koursk était finalement le plus faible densité de tous les autres secteurs. Il y avait le secteur de 3 directions d'attaque possibles pour la contre-offensive de 2023, de contre-offensive ukrainienne. C'est le secteur de Kherson, le secteur de Zaporozhye et le secteur compris entre Belgorod et la frontière bélarusse, dont le centre se trouve à Koursk. Et dans ces 3 secteurs, eh bien, la densité qui était la plus favorable aux Ukrainiens était en fait le secteur de Koursk. Pourtant, la contre-offensive ne s'est pas faite dans le secteur de Koursk. Pourquoi? Tout simplement parce que le secteur de Koursk, qui a été attaqué par les Ukrainiens le 6 août, est une zone, en fait, ce qu'on appelle militairement un terrain d'infanterie, c'est-à-dire fortement vallonné, fortement boisé, avec relativement peu d'axes qui le parcourent, et des très petits villages, donc c'est une zone très peu urbanisée, relativement mal pratique pour les grandes opérations mécanisées. Or, les Ukrainiens voulaient faire une opération mécanisée, c'est d'ailleurs ce qu'on a vu dans le secteur de Rabotino, si vous vous rappelez bien, en juin 2023. Et les Russes, eux, eh bien, n'ont probablement pas non plus fait des mesures de défense énormes dans ce terrain, parce que c'est un terrain justement relativement difficile d'accès pour des grandes opérations mécanisées. Et c'est d'ailleurs ce qu'on observe aujourd'hui, en septembre 2024, c'est que les Ukrainiens qui ont attaqué avec des chars et des véhicules blindés, ont été limités, le mouvement de ces véhicules a été limité aux routes, puisque pratiquement on ne peut pas en sortir à cause de la géographie. Et par conséquent, ces matériels ont été détruits. Et après un mois d'offensive dans la direction de Koursk, les Ukrainiens ont perdu environ 500 véhicules blindés et environ 80 chars de combat. Et on voit aussi que la nature de ces chars montre que les Ukrainiens ont un peu raclé les fonds de tiroir pour les avoir, parce que parmi ces 80 chars, on a des M1 Abrams, d'anciens chars revalorisés d'origine tchèque ou polonaise, donc d'anciens chars russes, on a des léopards, enfin on a un peu une espèce pour faire un mauvais jeu de mots, une sorte de salade russe de véhicules blindés qui montre qu'il n'y avait pas d'unité
opérationnel pour ces chars. Les capacités étaient très disparates et vraiment on a raclé les fonds de tiroir pour faire cette offensive. Or ces matériels maintenant sont détruits et manquent dans les zones où on pourrait les utiliser, à savoir dans la région qui aujourd'hui soutient ou supporte l'essentiel des combats de la part des Russes, c'est la région de Pokrovsk, n'est-ce pas? Et on y reviendra. Donc voilà pourquoi cette offensive de Koursk, dans son idée, n'était pas mauvaise dans l'idée stratégique, mais la stratégie n'a pas pu être mise en cohérence avec les moyens disponibles. Et là, on est effectivement dans une erreur de conduite, en fait, de la part des Ukrainiens. Est-ce que cette opération était approuvée au sein de l'état-major ukrainien? Apparemment, et ça explique probablement aussi les problèmes qu'il y a au niveau de la conduite à la fois politico-militaire, si vous voulez, de l'Ukraine, c'est que il semble que le général Syrski, qui est le commandant en chef des forces ukrainiennes, ait été très sceptique par rapport à cette opération, qui, semble-t-il, a été décidée par Zelensky lui-même. Donc on retrouve d'ailleurs un problème qu'on a vu à de nombreuses reprises durant ce conflit, c'est que du côté russe, la conduite est une conduite qui est strictement militaire, où quand bien même nos médias parlent toujours de Poutine veut ceci, Poutine dit ça, en réalité les opérations sont planifiées, décidées par l'état-major général russe, c'est-à-dire par le général Gerasimov, mais pas par la politique. Or, du côté ukrainien, on a une conduite qui est bien davantage politique que militaire. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a ces divergences que l'on voit de manière répétée entre les dirigeants militaires ou les chefs militaires et la conduite politique. Et on se rappelle du cas du général Zaloujny qui a été démissionné, d'ailleurs au début d'année, et envoyé comme ambassadeur à Londres, alors qu'il était, comme certains le disaient, l'homme de Washington, n'est-ce pas, dans la conduite ukrainienne. Et aujourd'hui, les rumeurs qui circulent parlent aussi d'un problème avec le général Syrski à la suite de l'offensive de Koursk. Donc on voit qu'il y a une divergence entre conduire des opérations de manière strictement politique et la manière de conduire des opérations selon une logique strictement militaire. Quelles sont les doctrines militaires à l'œuvre derrière les deux armées ukrainiennes et russes? Pour les Russes, le centre de gravité, c'est la stabilité du pays. Pour les Ukrainiens, le centre de gravité, c'est le narratif. C'est la dimension politique du conflit qui est au centre des préoccupations. Et c'est la raison pour laquelle on a, dans la conduite militaire des opérations, une implication beaucoup plus grande de la politique et des conseillers de Zelensky, qui ne sont pas des militaires à la base, dans la conduite des opérations, plutôt que alors que du côté russe, comme je l'ai dit, on a une implication plutôt militaire. Et ceci explique également que pour un militaire, dans ce qu'on appelle l'art opératif, de manière générale, en tout cas du côté russe, l'essentiel du combat n'est pas porté sur la conquête de territoire, mais sur la destruction des forces. Et ça découle d'ailleurs des origines clausewitziennes de la pensée à la fois militaire russe et d'ailleurs ukrainienne, quand bien même la pensée militaire ukrainienne a été un peu modifiée par l'influence occidentale. Mais l'essentiel de la réflexion dans cette région du monde, disons comme ça, c'est que théoriquement on devrait se combattre pour détruire des forces. Mais les Ukrainiens, eux, parce qu'ils ont une conduite politique, ils mettent l'accent sur les dimensions territoriales. Ce qui peut s'expliquer parce que c'est un pays qui défend un territoire et par conséquent, pour eux, lâcher les mètres carrés de terrain, ça correspond à une défaite dans un certain sens. Mais pour un militaire, l'abandon de terrain est subordonné à la destruction des forces. Pourquoi? Parce que d'abord, le terrain, vous pouvez toujours le récupérer, même si vous l'avez perdu, vous pouvez le reprendre, alors que les forces, vous ne pouvez pas les reprendre. Une fois qu'elles sont détruites, elles sont détruites. C'est fini.
Et pour les Russes, et d'ailleurs on l'a très bien vu dans de nombreux secteurs, c'est d'ailleurs exactement ce qu'on a vu en septembre 2022, lorsque les Russes se sont retirés, voyant que les Ukrainiens allaient attaquer, les Russes se sont retirés, et se sont retirés en bon ordre du secteur de Kharkov. Et on sait que ça a été fait en bon ordre parce que des grands dépôts de munitions qui demandaient des jours de déménagement, ces dépôts de munitions ont été déménagés avant l'arrivée des forces ukrainiennes. Donc les Russes ne sont pas partis en débandade devant les Ukrainiens, ils sont partis en bon ordre, en anticipant l'intervention ukrainienne, mais en préférant abandonner du terrain plutôt que défendre des zones qu'ils ne voulaient pas défendre. Et comment on sait qu'ils ne voulaient pas les défendre? Eh bien, tout simplement parce que, comme je l'ai mis d'ailleurs dans mon livre sur Guerre et Paix, c'est qu'en juillet 2022, quand on regardait la densité, donc quelques mois avant l'opération ukrainienne, les opérations ukrainiennes, quand on voyait la densité des forces, on voyait que les Russes avaient très peu de forces dans la zone de Kharkov et donc n'avaient pas vraiment l'intention de la défendre. Et en octobre 2022, on a exactement la même chose dans le secteur de Kherson, où avant l'intervention ukrainienne, les Russes ont eu le temps de reprendre des éléments qu'ils jugeaient importants pour l'histoire russe, comme la dépouille, enfin le cercueil du comte Potiomkin, n'est-ce pas, qui avait été dans cette région et qui avait une sépulture à Kherson. Elle a été évacuée, ainsi que quelques œuvres d'art pour éviter qu'elles soient endommagées par les forces ukrainiennes. Et donc ça a été fait avant l'intervention des forces ukrainiennes. Donc les Russes ont retiré leurs forces en parfait bon ordre, préférant abandonner le terrain plutôt que de perdre des forces, avec l'idée de reprendre ces terrains par la suite. Dans la logique ukrainienne, c'est très différent. On s'accroche sur chaque millimètre du terrain, on perd des troupes, ça a été l'exemple de Bakhmout, mais on a vu ça à Avdiivka et dans d'autres secteurs, où les Ukrainiens s'accrochent au terrain, finalement perdent des troupes pour des zones qu'ils auraient pu abandonner avec leurs forces, regrouper leurs forces et mener des contre-offensives. Donc avoir une vision plus dynamique du combat. Or, ce n'est pas du tout la vision ukrainienne et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui dans Koursk. Aujourd'hui, les Ukrainiens sont en train de perdre des forces dans Koursk. À ce stade, donc début septembre 2024, selon les chiffres de l'état-major russe, qui doivent être pris avec toutes les précautions nécessaires, mais comme on n'a pas d'autres chiffres, on est un peu obligé de faire avec. Mais selon l'état-major russe, les Ukrainiens auraient perdu dans la zone de Koursk 9000 hommes. Donc, quand on reprend les chiffres qu'on avait évoqués précédemment sur l'intervention ukrainienne, on s'aperçoit que 9000 hommes de perte, c'est presque ce que les Ukrainiens avaient mis au début de l'offensive dans la zone de Koursk. Donc ça veut dire que maintenant on a de la deuxième garniture qui est là, et puis on a, si vous voulez, ils ont perdu des forces extrêmement précieuses qu'ils auraient pu utiliser dans la région du Donbass. Quel est l'état de l'avancée de l'armée russe dans le Donbass? Du fait de l'affaiblissement ukrainien sur l'ensemble de la ligne de front, eh bien les Russes en ont profité pour mener leur contre-offensive dans la direction de Pokrovsk et Kramatorsk, qui sont deux zones qui se trouvent en réalité derrière la ligne de défense que les Ukrainiens avaient mise en place autour du Donbass dès 2014. Cette zone fortifiée, qui est basée sur une suite de villages fortifiés, on se rappelle de Severodonetsk, de Bakhmout, etc., Avdiivka, plus au sud. Donc on a toute cette ligne de villages et de villes fortifiées ou transformées en forteresses par les Ukrainiens. Et les Russes, aujourd'hui, peuvent progresser, commencent à sortir de cette zone fortifiée. Et Pokrovsk, au centre, si vous voulez, de la ligne de front presque, on pourrait dire, et Kramatorsk au nord, sont ces villes qui sont à la sortie pour les Russes de la ligne de défense ukrainienne
et qui sont les nœuds logistiques qui, durant ces dernières années, approvisionnaient la ligne de défense. Et ces villes sont encore relativement peu défendues parce que c'était essentiellement des centres logistiques, pas vraiment des centres qui sont destinés à être défendus, donc ils seront sans doute défendus par les Ukrainiens, mais ils n'ont pas les fortifications et les renforcements nécessaires pour avoir une défense sur la longue durée. On verra encore comment ça se passe, parce que de toute façon, le combat en zone urbaine est toujours un combat assez aléatoire de certaines mesures. Mais ça signifie quoi? Ça signifie que lorsque les Russes auront passé Pokrovsk et Kramatorsk, eh bien, ils seront dans un terrain qui sera totalement ouvert. La zone du Donbass est une zone qui est extrêmement bâtie, c'est une zone industrielle, grosso modo, l'ensemble du Donbass. C'est la raison pour laquelle les Soviétiques avaient donné le Donbass à l'Ukraine. L'Ukraine était un pays, une zone ou une république à l'époque soviétique, une république essentiellement agricole, et le fait de lui accoler le Donbass lui donnait une capacité industrielle, c'était l'objectif. Et toute la zone du Donbass est une zone qui est fortement construite avec beaucoup d'entreprises, de grandes usines, de grands centres de production qui sont très faciles à défendre, dans lesquels on peut mettre des systèmes de défense. Il y a beaucoup de mines de charbon, etc., dans lesquelles vous pouvez entreposer de la munition, etc. Mais quand les Russes seront sortis complètement de cette zone-là, eh bien, on se trouvera dans les grandes steppes qui conduisent jusqu'au Dniepr. Et donc, voilà un petit peu la situation dans laquelle on se trouve. Et là, les Russes se trouvent dans une situation presque... Ils commencent à se trouver dans une situation de dilemme. Pourquoi? Parce que... alors, on n'en est pas encore là, mais je pense qu'il doit y avoir, je l'espère tout au moins, des discussions au sein de la conduite à la fois politique et militaire russe à cet égard. C'est que lorsque Pokrovsk aura été passé, donc comme je vous l'ai dit, les Russes auront pratiquement un terrain ouvert jusqu'au Dniepr. Et une fois atteint le Dniepr, ils auront pratiquement occupé toute la zone qui est, j'allais dire, qui leur est essentiellement favorable. Disons ça comme ça. C'est donc toute la rive orientale du Dniepr est une zone qui est très fortement russophone, de culture russe, avec beaucoup de liens avec la Russie, et c'est une zone dans laquelle les Russes... je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas eu d'opposition et qu'ils en retrouveront sans doute un petit peu parce que l'essentiel de la population russe se trouve dans la région du sud et de l'est, donc vraiment le Donbass et la région du sud, Mariupol, etc. Mais plus on s'approche du Donbass, plus évidemment les populations se sont mélangées, donc plus il y aura de populations ukrainophones. Une grande partie de ceux-là ont déjà immigré sur la partie occidentale du Dniepr, néanmoins il en restera, donc il y aura toujours une petite opposition aux Russes. Mais elle ira en s'affaiblissant, et grosso modo, on peut dire que si les Russes atteignent le Dniepr, ils seront toujours dans une, peut-être le terme est un peu exagéré, mais disons, ils seront encore dans leur zone de confort, disons ça comme ça. Le problème se posera ensuite, c'est-à-dire que faire ensuite? Franchir le Dniepr et continuer au-delà de Kiev jusqu'à Lvov, ou s'arrêter là et finalement laisser l'Ukraine, une Ukraine réduite, continuer à vivre. Et si on se base sur les objectifs fixés par les dirigeants russes, et notamment Vladimir Poutine, c'est-à-dire la démilitarisation, c'est-à-dire en gros supprimer la menace qu'il y avait sur les populations russophones, et l'objectif suivant étant aussi la neutralisation de l'Ukraine, alors dans une Ukraine qui serait libre de tout russe, si je peux dire ça comme ça, une Ukraine occidentale où le sentiment anti-russe est relativement fort, il sera très difficile d'obtenir la neutralité de l'Ukraine.
Donc, si les Russes veulent atteindre leurs objectifs, ils sont face à un dilemme en réalité. C'est la raison pour laquelle, sans doute, aujourd'hui, Vladimir Poutine remet l'accent sur les négociations. Parce qu'il constate bien que la situation ne peut simplement se figer sur la ligne du Dniepr. C'est ce que souhaiteraient les Américains, d'ailleurs, c'est-à-dire, et d'ailleurs ils l'ont dit, c'est-à-dire que les Ukrainiens abandonnent finalement une partie de leur territoire à la Russie, mais qu'en échange, si vous voulez, la Russie n'aille pas plus loin. Et que donc on se trouve dans une situation pas très éloignée de celle qu'on a en Corée. C'est-à-dire un conflit qui n'est pas résolu, qui est toujours en vigueur, avec une ligne de démarcation, et puis un côté pro-occidental et un côté pro-russe, si vous voulez. Et donc, voilà un petit peu la situation dans laquelle on s'achemine. Et quelle sera la décision des Russes? C'est assez difficile à dire à ce stade, parce que il est clair que si les Russes décidaient de franchir le Dniepr et de combattre en Ukraine, ils auraient probablement du succès contre l'armée régulière ukrainienne, mais ils se trouveraient face à un autre problème qui est une résistance populaire, qui serait sans doute relativement forte, que l'on n'a pas observé jusqu'à maintenant, vous le noterez, dans les parties qui sont occupées par la Russie, on n'a pas de résistance populaire. Pourquoi? Parce que les zones qui sont occupées par la Russie sont des zones qui sont majoritairement pro-russes en réalité, et qui se sont toujours sentis russes, qui n'ont pas toujours été bien traités par les Ukrainiens, et une situation d'ailleurs que les Occidentaux ont refusé de voir. Et si les Ukrainiens avaient mieux traité leur minorité russophone, sans doute qu'on ne serait pas arrivé à la situation où on est aujourd'hui. Mais le fait est qu'on est dans cette situation, et par conséquent, c'est pour ça que je disais, les Russes restent dans leur zone de confort quand ils sont sur la rive orientale du Dniepr, mais la situation pourrait radicalement changer s'ils franchissent le Dniepr. Quel est l'état d'esprit des Ukrainiens civils et militaires? En Ukraine, et là, je parle de l'Ukraine encore sous contrôle ukrainien, si vous voulez. La situation n'est pas dorée pour autant. Alors, je passerai sur les questions, les difficultés économiques, industrielles, liées notamment à la destruction des infrastructures énergétiques. On rappelle qu'aujourd'hui, on a dit, et d'ailleurs les dirigeants ukrainiens eux-mêmes ont dit qu'ils étaient en économie de guerre, que les Occidentaux ont favorisé la création d'entreprises d'armement sur le territoire ukrainien, et par conséquent, les Russes se sont sentis parfaitement légitimés de détruire les infrastructures énergétiques qui permettent la construction de matériel militaire. Donc, n'est-ce pas, il y a une logique dans la conduite des opérations russes. Ça, c'est notre perception des choses. Mais il faut voir que la conduite ukrainienne fait face à d'autres défis que l'on ne mentionne pas du tout. Et j'entendais d'ailleurs très récemment une commentatrice sur une chaîne française qui disait « il n'y a pas de résistance en Ukraine ». Alors c'est faux, il y a une résistance en Ukraine. Il y a une résistance assez forte. Et elle est même, c'est une résistance qui se partage entre deux tendances, si je peux dire. Il y a une tendance, une résistance citoyenne, qui se trouve, donc je parle de l'Ukraine ukrainienne maintenant. Une résistance citoyenne face au recrutement forcé que le gouvernement de Kiev a été obligé de mettre en place pour alimenter son armée qui se désagrège au fur et à mesure des opérations russes. Et on a des actes que certains pourraient appeler terroristes d'ailleurs, mais qui sont l'incendie, la destruction de véhicules ou de bureaux appartenant aux structures de recrutement ukrainiennes. Et ça s'est multiplié. Ça ne sont pas nécessairement des gens qui sont favorables à la Russie, mais ce sont des gens qui ne sont pas favorables au recrutement forcé des Ukrainiens. Donc c'est pour ça que je parle d'une résistance citoyenne ukrainienne. Donc on a cette résistance-là, qui est assez forte d'ailleurs, puisque elle met en danger pratiquement la vie de tous ces militaires
recruteurs qui sont envoyés dans les campagnes et maintenant de plus en plus dans les villes ukrainiennes pour trouver des jeunes hommes à envoyer sur le front. Et puis il y a une autre résistance que d'ailleurs j'ai mentionnée dans mes livres, et notamment dans mon dernier livre, L'art de la guerre russe, qui est une résistance russe au sein de l'Ukraine. On n'en parle évidemment jamais dans nos médias, mais elle est bien là. C'est vraiment une résistance exactement comme il y avait la résistance en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une résistance militaire qui mène des attentats contre les infrastructures de transport, notamment les structures ferroviaires, pour empêcher l'acheminement des munitions. C'est une résistance qui détruit des dépôts de munitions un peu partout en Ukraine. C'est une résistance qui aussi fournit les informations pour les attaques de missiles russes. Donc c'est une résistance qui est extrêmement active et qui joue à peu près le même rôle que la résistance française en début 1944 jusqu'au débarquement, grosso modo, où on avait cette résistance qui était là en appui du débarquement en Normandie, et soit pour empêcher les renforcements allemands, soit pour orienter les Alliés sur les objectifs principaux à attaquer. On a exactement le même scénario qui est en train de se dérouler en Ukraine, et on a ces mouvements qui font des communiqués d'ailleurs réguliers, dont le plus connu est Russian Kherson, donc le Kherson russe, qui est vraiment une résistance militaire à l'intérieur. Donc ça, on a tendance à l'oublier parce que, évidemment, nos médias n'en parlent pas, mais c'est bien là, et c'est sans doute un des éléments importants. On a beaucoup de commentateurs ont observé l'accroissement de la précision des tirs de missiles, notamment sur, par exemple, des réunions d'état-major ou bien des rassemblements de mercenaires étrangers, etc. Donc des choses qui se détectent difficilement par satellite, mais qui peuvent être détectées par du renseignement humain fourni par des éléments de résistance qui existent au sein de la société ukrainienne. Et on a exactement ça qui se fait. Et d'ailleurs, ça me permet de soulever un autre point qui est très peu évoqué aussi par les commentateurs occidentaux, c'est qu'il existe des Ukrainiens des Ukrainiens qui ont passé du côté russe et qui servent dans l'armée russe, n'est-ce pas? On a le bataillon, par exemple, Bogdan Khmelnytsky, qui est un bataillon fait uniquement avec d'anciens soldats ukrainiens qui combattent dans l'armée russe. Et c'est d'anciens soldats ukrainiens qui ont tout simplement, qui pensent effectivement qu'ils peuvent lutter contre le gouvernement ukrainien. Donc, ça montre que l'unanimité qu'on essaye de montrer en Occident en faveur de Zelensky s'effrite aussi à l'intérieur de l'Ukraine même, et que ça conduit d'ailleurs probablement aux atermoiements que l'on trouve à l'intérieur de la conduite ukrainienne aujourd'hui. Il y a 2 jours, le ministre des Affaires étrangères ukrainien a donné sa démission. Comme je l'ai dit, il y a des incertitudes quant au sort du général Syrski. Donc on voit que à l'intérieur de l'Ukraine, il y a beaucoup de citoyens et de membres des forces armées et de membres du monde politique qui commencent à s'interroger sur la nature du conflit qui est mené en Ukraine. Et je le rappelle, j'ai déjà évoqué dans certaines interviews qui ont été sur les réseaux, cet article du Kyiv Post qui indique très clairement que l'Ukraine, d'ailleurs le titre de l'article c'est « La guerre en Ukraine n'est pas seulement à propos de l'Ukraine ». Et l'article dit « Poutine a raison sur ce point-là ». La guerre en Ukraine n'est pas à propos de l'Ukraine. La guerre en Ukraine est en fait une guerre entre la Russie et l'Ouest. Et donc on a cet article du Kyiv Post qu'on ne peut pas soupçonner d'être pro-Kremlin, souligne finalement une constatation que sont en train de faire
les Ukrainiens et que le narratif occidental colporté par les médias occidentaux a tenté de dissuader depuis maintenant longtemps ou de détourner, c'est que, en fait, la guerre en Ukraine est menée par les Occidentaux contre la Russie et on utilise l'Ukraine finalement comme outil pour combattre la Russie. Voilà ce qu'on peut dire sur l'état de la situation dans ce conflit. Bon, dans ce contexte favorable donc aux Russes, quelle est la position américaine et puis également d'ailleurs la position européenne qui souhaite, elle, continuer le combat? Alors, on voit que de plus en plus, et évidemment, élection présidentielle aidant, les Américains commencent à comprendre ils ne commencent pas à comprendre, mais ils ont compris que le conflit en Ukraine était une cause perdue. Et on le sait déjà depuis longtemps, puisque déjà début novembre 2022, les Américains avaient conseillé à Zelensky de se rapprocher d'un dialogue avec la Russie. Donc ça veut dire que déjà à ce moment-là, et on se rappelle que fin 2022, début 2023, c'est l'époque où les matériels qui avaient été fournis pour remonter l'armée ukrainienne, ces matériels étaient en train d'être épuisés à leur tour, et les Américains ont compris que déjà à ce moment-là, que la contre-offensive n'aurait probablement pas le succès qu'elle aurait. Et c'est donc depuis la fin 2022 que les Américains pensent que cette guerre n'aboutira pas à une victoire ukrainienne, elle n'aboutira pas à une défaite russe, mais simplement qu'elle contribue à affaiblir la Russie, si vous voulez. Voilà, on est simplement dans l'idée qu'on continue à affaiblir, au moins c'est ça de prix contre la Russie, c'est tout, mais qu'on n'arrivera pas à défaire la Russie. Et cette position s'est raffermie, et elle s'est raffermie déjà début 2024. On se rappelle la difficulté qu'il y a eu aux États-Unis pour adopter au Congrès les 61 milliards d'aides à l'Ukraine. De plus en plus, évidemment, avec la perspective d'une possible victoire de Donald Trump aux élections, eh bien, l'idée de persévérer de continuer à envoyer des fonds en Ukraine comme dans un trou noir n'est effectivement pas une perspective extrêmement réjouissante. Par conséquent, les Américains essayent gentiment de se retirer. Mais ils le font en douceur, dans le sens où les Américains ne veulent pas abandonner l'Ukraine. Ils voudraient que l'Ukraine comprenne que la situation telle qu'on l'a représentée jusqu'à maintenant d'une victoire décisive contre la Russie n'arrivera pas. Et que par conséquent, aujourd'hui, il faut travailler avec la réalité de ce que l'on observe et non pas sur des chimères. Et c'est un peu la position américaine. Par conséquent, on voit que les Américains essayent de calmer le jeu. Il y a beaucoup d'armes, ces armes intelligentes qu'ils ont fournies, qui d'ailleurs n'ont pas remporté le succès escompté. Je parle des munitions d'artillerie intelligentes, de certains drones, des bombes guidées, etc., et qui ont été progressivement retirés de ce que les Américains donnaient aux Ukrainiens, tout simplement parce qu'ils ont constaté que ces systèmes étaient facilement perturbés ou rendus inopérants par les les contre-mesures électroniques russes, et que par conséquent, ça ne servait à rien de les déployer sur le terrain ukrainien. Par ailleurs, les Américains constatent, c'est le cas des missiles ATACMS, qu'ils n'ont pas les capacités industrielles pour soutenir le rythme des besoins ukrainiens. Donc les Américains ne veulent pas abandonner l'Ukraine, mais ils veulent amener l'Ukraine à plus de réalisme dans sa manière de conduire la guerre. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on pourrait définir la stratégie américaine à ce stade. Et les Américains essayent donc d'éviter que la situation s'envenime, parce que si la situation s'envenime, c'est pas tellement que les Américains aient peur que les Russes engagent l'arme nucléaire. Je pense pas qu'on arrivera là. Je suis même certain qu'on n'y arrivera pas, ni d'un côté ni de l'autre d'ailleurs,
parce que les Russes n'ont absolument aucun critère objectif pour évoquer une menace ou l'utilisation de l'arme nucléaire. Donc ce n'est pas le problème. En revanche, les Américains constatent que si les Russes appuient sur l'accélérateur, si vous voulez, ce sera encore plus difficile de soutenir l'Ukraine. C'est déjà difficile maintenant, mais on voit très bien que les Russes, c'est d'ailleurs conforme à ce qu'avait dit le général Sourovikine le 18 octobre 2022, donc le général Sourovikine à l'époque était le commandant en chef des forces du théâtre ukrainien, les forces russes du théâtre ukrainien, et il avait dit, à partir de ce moment, on ne fait plus des grandes opérations, on ménage nos hommes et on détruit l'ennemi ukrainien. Donc il a utilisé le terme de moudre, n'est-ce pas? Donc l'idée c'est bien de détruire en profondeur l'arme de guerre ukrainienne tout en ménageant les troupes. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la possibilité de faire autre chose. Et les Russes peuvent très bien faire autre chose si tout d'un coup on leur donne le prétexte d'appuyer sur l'accélérateur. Et les Américains ont très bien compris qu'il valait mieux continuer à basse flamme le conflit plutôt que de pousser les Russes à augmenter la vitesse. C'est un petit peu la situation qu'on a. Et c'est la raison pour laquelle les Américains n'ont pas donné l'autorisation aux Britanniques d'utiliser les missiles Storm Shadow, parce que ces missiles qui sont de fabrication qui résulte d'ailleurs d'une coopération franco-britannique d'ailleurs, mais ils ont des composants américains. Et en raison de la législation sur les questions d'usage final des armes, etc., les Américains ont le droit d'imposer des restrictions sur l'usage des armes qu'ils ont fournies aux Britanniques, ou des éléments, des composants qu'ils ont fournis aux Britanniques. Et c'est dans ce contexte-là que les Américains ont imposé des restrictions à l'usage des Storm Shadow, et notamment l'interdiction d'utiliser ces armes dans la profondeur du territoire russe, pardon. Les Américains ont donné l'autorisation uniquement d'utiliser les armes, y compris les ATACMS et autres armes qu'ils ont fournies aux Ukrainiens, dans la zone frontalière. Donc dans la région de Kharkov notamment, et ça peut aller jusque dans la direction de Belgorod, mais pas plus loin. On dit aussi que les Américains étaient contre l'offensive de Kursk. Alors, les Américains étaient effectivement opposés, donc l'offensive de Kursk, vous avez raison de le mentionner, et d'ailleurs c'est le Washington Post qui l'avait dit, c'est fait, le titre était en attaquant à Kursk, l'Ukraine a franchi à la fois les lignes rouges de Moscou et celles de Washington. Donc, contrairement à ce qu'on a beaucoup raconté, les commentateurs français étaient sûrs que la planification s'était faite avec les Américains, etc., etc. Je ne le pense pas. Je pense que les Américains n'étaient pas au courant, comme ils ne sont pas au courant de beaucoup d'éléments de la planification militaire ukrainienne. Et ça s'est d'ailleurs très bien vu dans les documents secrets qui avaient fuité en avril 2023. Les Américains ne connaissent pas les détails de la planification ukrainienne, les Ukrainiens ne partagent pas ça. Donc les Américains ont été surpris par cette initiative ukrainienne et elle ne va pas du tout dans leur sens. Et c'est d'ailleurs ce qui montre en creux, si vous voulez, que la toute-puissance américaine et l'influence américaine a clairement des limites. Et que même les alliés des États-Unis, finalement, ne suivent pas toujours les conseils des Américains. D'ailleurs, on pourrait retrouver le même problème. Le problème, c'est que les Ukrainiens n'ont pas assez d'armement, mais s'ils avaient plus d'armement, ils pourraient très facilement désobéir à ce qu'ont dit les Américains et attaquer la profondeur du territoire russe. C'est d'ailleurs un peu le souci qui apparaît en ce moment avec l'éventualité de la fourniture de missiles que l'on dit JSAMS, qui sont des missiles qui sont fournis, qui sont tirés à partir d'avions,
pour être fixé sur certains avions, par exemple les F-16 ou des avions d'origine russe d'ailleurs, enfin les avions ukrainiens d'origine russe, et qui permettrait dans la variante longue distance, qui permettrait d'atteindre Moscou. Donc, on ne sait pas encore, on sait qu'il y a des discussions en cours sur la livraison de ce type de missiles, mais très vraisemblablement les Américains livreraient plutôt la version courte distance de ce missile, plutôt que la version longue distance. On n'en sait rien à ce stade, mais si on suit la logique des Américains, leur idée, ce serait plutôt de ne pas envenimer la situation. L'objectif des Américains à ce stade est de geler le conflit en réalité. Leur image, c'est vraiment d'avoir une situation à la coréenne. Et par conséquent, ils ne veulent pas donner des prétextes à la Russie de mettre le paquet et de détruire complètement l'Ukraine. Ça ne servirait pas du tout leur projet. C'est la raison pour laquelle les Américains ont une approche qui semble un peu plus, entre guillemets, soft, que les Européens, qui, eux, par contre, alors sont fortement influencés par les Polonais et les États baltes, et puis Madame von der Leyen, qui a toujours une animosité anti-russe qui est presque maladive, et où on voit que du côté de l'Union européenne, il n'y a absolument aucun désir d'apaisement. Au contraire, on est dans une dynamique de renforcement des capacités ukrainiennes et cette idée chimérique d'une victoire possible contre la Russie. Ursula von der Leyen a évoqué encore tout récemment l'idée que l'Ukraine défendait la liberté, etc., etc., mais on veut bien, on peut bien comprendre ce message, mais on ne voit pas très bien où se situe l'objectif. Jusqu'à quel moment on considérera que l'Ukraine a défendu la liberté, n'est-ce pas? Il doit y avoir un moment dans un conflit où vous pouvez dire, là, on a atteint notre objectif de défendre la liberté. Ça peut être d'arriver à Moscou et de planter le drapeau ukrainien, ça pourrait être ce genre de choses. Mais on voit bien par ailleurs que ce n'est pas dans les choses faisables, ce n'est pas dans les choses plausibles. Et par conséquent, c'est très bien de dire que l'Ukraine doit défendre ses libertés, mais qu'est-ce qui définit qu'elle a atteint cet objectif? Est-ce qu'elle aura atteint cet objectif lorsqu'elle n'existera plus? C'est là la question qui mérite d'être posée et qu'apparemment aucun dirigeant européen n'a posée. Ce qu'il y a de sûr, c'est que pour revenir aux Américains, les Américains, eux, ont une vision plus réaliste, je pense, et plus, rationnelle que les Européens, même si je pense ils n'ont pas encore trouvé la bonne posture, mais ça c'est une autre affaire. Leur posture reste néanmoins plus réaliste que celle des Européens. Et on voit très bien d'ailleurs que même l'OTAN, qui en réalité est plutôt le bras armé des États-Unis d'une certaine manière, eh bien on a du côté de l'OTAN, à l'inverse de l'Union européenne, on a certes une rhétorique, mais il n'y a pas de mouvement pour s'engager davantage dans le conflit, si vous voulez. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les différentes initiatives de pays européens pour aider l'Ukraine se font dans le cadre de traités bilatéraux, mais pas dans le cadre de l'OTAN. Très important de le rappeler, parce que les commentateurs oublient souvent qu'il y a tout un réseau de traités bilatéraux qui a été signé par l'Ukraine et qui déterminent ou qui peuvent constituer la base d'une aide militaire opérationnelle de la part de pays européens. Mais elle n'est pas coordonnée par l'OTAN. Elle est indépendante de l'OTAN et de la structure de l'OTAN. Ça veut dire que si des pays européens sont engagés, eh bien, on n'est plus du tout dans le schéma du fameux article 5 du traité de Washington. Donc voilà un petit peu la situation dans laquelle on est, ce qui exclut évidemment l'usage probablement de forces nucléaires, et ça montre aussi que
Les Européens, d'ailleurs, on constate ces dernières semaines, après les grandes envolées lyriques d'Emmanuel Macron en février pour l'envoi de troupes en Ukraine, aujourd'hui, on s'aperçoit que le langage européen, des pays européens, pas de l'Union européenne, l'Union européenne reste toujours en faveur de la guerre totale, en quelque sorte, contre la Russie. Dans les pays européens, oui, la guerre totale, mais alors c'est une guerre totale entre la Russie et l'Ukraine, mais nous, c'est à minima, on fournira des armes et de l'argent, mais pas plus. Et l'idée d'envoyer des troupes semble considérablement, enfin les pays européens semblent considérablement refroidis là-dessus. On a un récent événement qui vient de se dérouler dans la région, à Poltava, où les Russes ont, par une frappe, détruit une académie militaire, spécialisée d'ailleurs dans la formation des transmissions, ou comment dire, de guerre électronique, si vous voulez. Et on a évoqué la mort d'un certain nombre de conseillers militaires suédois dans cette frappe. Alors, comment ceci s'explique? Eh bien, il faut peut-être revenir quelques semaines en arrière, puisque la Suède a promis à l'Ukraine de fournir ces avions S-100D, qui sont des avions d'alerte lointaine. C'est des avions qui sont montés sur comment dire, des fuselages de Gulfstream, ce sont des avions relativement petits, qui ont une antenne au sommet du fuselage, une très longue antenne, qui permet de surveiller l'espace aérien et de coordonner l'action des forces aériennes et des forces de défense aérienne. Et donc, on peut voir que ces deux appareils promis par la Suède, qui sont probablement, d'ailleurs certains commentateurs ont dit, c'est sans doute la fourniture d'équipement la plus significative qui a été fournie par les Occidentaux à l'Ukraine. Parce que c'est vraiment un outil qui permet la coordination du coup. Et je vous rappelle, si vous lisez mes livres et dans les interventions précédentes que j'ai faites, j'ai toujours dit que le point faible de l'Ukraine était la coordination des éléments qu'elle avait. Et là, les Suédois ont fourni un équipement qui permet de coordonner à la fois la défense aérienne et l'aviation. Et pour ça, il faut former des équipages pour ça. Il faut former des spécialistes qui permettent, parce que ces appareils, ces S-100D, peuvent prendre le relais, si vous voulez, de radars qui seraient utilisés pour les Patriotes ou pour des systèmes comme le NSAMS ou bien l'ERIS-T, etc., etc. Et ces appareils peuvent être donc, leur détection, la détection des objectifs peut être pris par ces appareils Gulfstream. Et c'est ça que les Russes ont frappé. Donc, ils ont détruit, évidemment, un certain nombre de conseillers étrangers, mais du coup, ils ont apparemment détruit des capacités importantes pour l'Ukraine, du coup. Parce que ça veut dire que si, en gros, les futurs équipages de ces appareils ont été détruits, ça veut dire que ces avions ont peu de chances d'être opérationnels dans le court terme sur le terrain, sur le théâtre ukrainien. Par conséquent, on voit que cette aide occidentale, européenne, elle est très limitée dans le nombre, elle est limitée en termes de qualité, et que progressivement, d'ailleurs, elle est systématiquement détruite par les Occidentaux, par les Russes. Du coup, l'idée d'amener des troupes réellement en Ukraine et refroidit quand même beaucoup les gouvernements occidentaux qui sont déjà co-belligérants, parce qu'ils fournissent, ils participent en fait aux opérations ukrainiennes d'une manière ou d'une autre. Donc il y a déjà une forme de co-belligérance, mais cette co-belligérance, elle n'a pas atteint, si vous voulez, une dimension très visible.
alors que si on envoyait des régiments français, par exemple, se battre là-bas, eh bien, la visibilité serait totale et l'échec, du coup, serait total aussi, parce que on peut très bien imaginer que ces troupes seraient détruites assez rapidement par les frappes russes. Donc voilà un petit peu la situation qu'on a en Ukraine. Une agence américaine, Standard & Poor's, a baissé la note de l'Ukraine à un écran désormais proche des défauts de paiement. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir une influence sur la suite du conflit? Alors, inévitablement, on a, disons, l'économie est toujours l'élément central de la guerre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Ukraine est en économie de guerre en réalité. Elle doit recruter de force des gens pour l'envoyer sur le front, elle doit remplacer des gens qui normalement seraient dans les usines qui sont sur le front. On est dans une situation qui n'est pas très différente de ce qu'on avait pendant la guerre de 14 en France, par exemple, où il a fallu remplacer les forces travailleuses par des femmes ou d'autres dans les usines pour que les hommes puissent aller se battre. Donc on est effectivement dans une situation d'économie de guerre, mais on l'est à plusieurs titres, c'est-à-dire que l'Ukraine fait face à des difficultés économiques importantes. Elle a d'abord une grande partie de son PIB est amputée du fait de l'amputation de son territoire. Le Donbass représente à peu près, selon certains experts, environ 60% du PIB ukrainien à la base. Donc déjà là, il y a une perte de capacité. Et puis, dans le reste de l'Ukraine, qui est essentiellement agricole, même si ce ne sont pas toujours les meilleures terres, mais néanmoins l'Ukraine reste un pays agricole qui reste quand même énorme, eh bien on a vu les difficultés qu'il y avait avec même l'Union européenne. Et on voit du coup apparaître cette confrontation entre le désir et la réalité, puisque l'Union européenne promet à l'Ukraine l'intégration, etc. Et puis en même temps, les paysans européens, quand je parle des paysans européens, je parle des paysans de la région ukrainienne, je parle des paysans polonais, des paysans slovaques, etc., qui s'opposent à l'entrée de produits ukrainiens sur le territoire de l'Union européenne, parce que l'Ukraine est capable de produire ou de fournir des produits à des prix considérablement plus bas que ce que fait l'Union européenne, ou dans l'Union européenne, ce qu'on peut faire dans l'Union européenne. Résultat des courses, vous avez des restrictions qui sont imposées par l'Union européenne à l'Ukraine, et donc l'Ukraine ne peut pas déployer sa pleine potentialité en termes économiques. Et on s'aperçoit que de plus en plus les investisseurs s'attendent que d'une manière ou d'une autre, une grande partie du territoire ukrainien soit occupée par la Russie. Donc tous ceux qui avaient acheté des terrains dans l'espoir de spéculer, des fonds de pension, etc. américains, commencent à revendre une partie de ces biens en se disant que probablement c'était pas la meilleure idée et qu'il faudrait sans doute attendre que la situation se stabilise avant de revenir sur le territoire européen, donc sur le territoire ukrainien. Et donc on a effectivement une situation qui se dégrade, et cette dégradation est finalement parallèle à ce qu'on retrouve dans tous les domaines de la société ukrainienne. Et c'est là qu'on voit d'ailleurs la différence fondamentale entre la situation en Russie qui, elle, au contraire, on pourrait presque dire que la guerre a apporté une forme de prospérité à la Russie, et grâce aux sanctions occidentales d'ailleurs, parce que ces sanctions ont fait stimuler, au lieu de détruire, elles ont stimulé l'industrie russe, elles ont permis à l'apparition de nouveaux secteurs économiques en Russie qui n'existaient pas auparavant, parce que les Russes doivent aujourd'hui avoir une certaine autonomie dans ces secteurs. Donc, du coup, ils ont commencé à développer des secteurs qu'ils n'avaient pas qu'ils n'avaient pas développés auparavant, parce que ces secteurs étaient alimentés par l'Europe. Donc on a d'une certaine manière renforcé l'économie russe, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs la Russie s'efforce de maintenir la guerre hors de son territoire, assez logiquement. Et on a le fait totalement opposé en Ukraine. Alors c'est un peu une ironie de l'histoire, puisque vous vous rappelez qu'au début de l'offensive russe, le but était
d'avoir une victoire sur la Russie en quelques jours, grâce aux sanctions, grâce à l'effondrement de l'économie russe, grâce à tout ça. Et ça, c'est pas passé du tout comme ça. Donc les estimations occidentales, et c'est là qu'on peut se poser des questions naturellement sur l'avenir de l'Ukraine, mais il y a aussi des questions à se poser sur la nature de la conduite européenne dans cette affaire, puisque les Européens ont manifestement été incapables de comprendre la situation de l'Ukraine, de comprendre la situation de la Russie et d'évaluer à sa juste dimension les capacités de la Russie. Et pour moi, ça remet quand même sérieusement en question la gouvernance que l'on a en Europe, et ça montre d'ailleurs ce qui s'est un peu confirmé par la suite, c'est que notre manière de gouverner en Europe est une gouvernance, c'est finalement la gouvernance qu'on avait à l'époque des rois, où les décisions c'était l'inspiration divine, n'est-ce pas? On est avant les Lumières, le siècle des Lumières, et au lieu d'avoir des décisions qui sont basées sur une analyse scientifique des choses, on a au contraire des gens qui vivent selon l'inspiration divine et qui évaluent la situation, non pas en fonction de critères objectifs, mais en fonction de ce que eux pensent, n'est-ce pas? Donc on est revenu quelque part, on a une gouvernance qui, peut-être pas dans ses structures, mais en tout cas dans son esprit, est revenu à ce qu'on avait sous l'Ancien Régime d'une certaine manière. Est-ce que la solution pour les Occidentaux n'est-il pas d'intégrer le plus rapidement possible l'Ukraine à l'OTAN? Non, certainement pas, parce que aujourd'hui, d'ailleurs, n'est-ce pas, l'Ukraine ne pourra être intégrée dans l'OTAN que lorsque le conflit avec la Russie aura trouvé une solution. Tant qu'il n'y a pas de solution, l'Ukraine ne peut tout simplement pas entrer dans l'OTAN, parce que le risque que l'Alliance soit alors impliquée dans un conflit majeur avec la Russie devient considérable. Par ailleurs, je vous rappelle que si vous lisez le traité de Washington, vous verrez que les candidats peuvent être acceptés dans l'Alliance pour autant qu'ils contribuent à la sécurité européenne. Alors, un pays qui est en guerre ne contribue pas à la sécurité européenne, par définition. Il doit résoudre d'abord son conflit. Donc plus on avance, plus on s'éloigne en réalité d'une intégration effective de l'Ukraine dans l'OTAN. Et d'ailleurs, le chancelier Olaf Scholz a dit il y a quelques semaines, il a dit il ne faut pas compter que l'Ukraine entre dans l'OTAN avant une trentaine d'années. Donc voilà la situation. Quel est le nombre de morts de part et d'autre, côté russe et côté ukrainien? Le site Mediazona dit avoir identifié plus de 66 000 morts russes depuis février 2022. Vous dites qu'il y en a certainement une fois plus côté ukrainien. La réponse honnête à cette question est ce que personne ne sait, sauf les états-majors respectifs de l'armée ukrainienne et de l'armée russe. Donc on ne connaît pas ces chiffres. Les chiffres de Mediazona que j'ai longuement évoqués dans mes livres, c'est en fait pour les pertes russes, c'est à peu près la seule source, disons, plausible où on a une méthodologie qui permettrait d'avoir une estimation correcte. Si on regarde les estimations, et j'ai fait d'ailleurs dans un de mes livres, dans mon dernier livre, une comparaison des estimations qui sont faites par les médias, notamment français, comme LCI, etc., et qu'on compare avec Mediazona, on voit qu'il y a une divergence absolument gigantesque, parce que sur des médias comme LCI, ce ne sont pas des médias d'information, c'est même pas de la propagande, on est dans une espèce de journalisme de bas étage où on lance des chiffres comme ça un peu à la cantonade, sans avoir absolument aucun élément pour soutenir ça. Mediazona se base sur des publications qui sont faites dans la presse russe ou sur les réseaux sociaux concernant les sépultures de militaires ou des choses comme ça. Et par conséquent, c'est une méthodologie qui n'est pas parfaite et qui a certainement beaucoup de trous dans la raquette. Et comme c'est un site qui est entretenu par l'opposition russe, on peut penser qu'il y a également
peut-être certaines estimations qui sont exagérées en défaveur de la Russie. Néanmoins, ça nous donne une approximation qui au moins a le mérite d'avoir une méthodologie, à la différence des journalistes français qui lancent des chiffres comme ça au petit bonheur la chance. Donc là, Mediazona a au moins ce mérite-là. Mais ça ne prouve pas qu'ils aient raison. Les deux fois où l'état-major russe avait évoqué les pertes de l'armée russe, les valeurs formulées par l'état-major général russe étaient très proches de celles de Mediazona, néanmoins inférieures à celles de Mediazona. Donc, pas de beaucoup, mais inférieures. Donc, ça veut dire que probablement Mediazona ou l'état-major russe donnent des chiffres qui sont probablement relativement honnêtes, si vous voulez, mais néanmoins, il est difficile d'avoir une idée précise de la réalité. Du côté ukrainien, il n'y a pas de chiffres qui filtrent, et il y a des sites qui ont essayé de faire, et je les évoque d'ailleurs dans mon livre, qui ont essayé de faire des approximations comme Mediazona, mais pour le côté ukrainien. Ils ont rapidement été fermés d'ailleurs, ces sites, et ils arrivaient à l'époque à des chiffres qui étaient environ 10 fois supérieurs à ceux des pertes russes. Et quand je dis pertes ici, je parle des morts, hein, on parle des morts ici. Donc, il semblerait, et la logique mathématique, pourrait-on dire, tend à confirmer que les Ukrainiens aient 10 fois plus de morts que les Russes. Voilà. Mais on est néanmoins, ici, on reste toujours dans des estimations. On n'a pas de chiffres précis, comme je l'ai dit, mais ce qu'il faut retenir et ce qui semble relativement évident, c'est que l'Ukraine souffre davantage de la guerre que les Russes. Et je ne parle pas des questions territoriales, je parle de la question du potentiel humain. Et ça, c'est une certitude, par contre. Et le potentiel humain, comme j'ai dit, vous ne pouvez pas le récupérer. Le territoire, on pourrait imaginer, d'ailleurs, je rappelle qu'en mars 2022, les Russes étaient prêts à rendre les territoires qu'ils occupaient à ce moment-là. Donc on peut toujours récupérer les territoires d'une manière ou d'une autre. La terre, c'est la terre, elle peut se récupérer. Et ce n'en est pas de même pour les vies humaines, et ça veut dire que, parce que par la force des choses, les militaires, eh bien, ce sont les forces vives de la nation, comme on dit, et par conséquent, les pertes de l'armée ukrainienne sont une hypothèque sur les capacités de l'économie ukrainienne dans le futur. Et par conséquent, on peut s'attendre à ce que ça ait des répercussions dans le long terme sur les capacités ukrainiennes. Mais je pense que clairement, l'Ukraine perd significativement, souffre significativement plus que la Russie en termes de pertes humaines. Concernant la suite des opérations en Ukraine, un élément qui me semble important de relever à ce stade, c'est l'opinion publique par rapport à l'évolution de la situation dans la région de Koursk. Les chiffres de popularité qu'on a de Vladimir Poutine ont montré une légère baisse. Ce n'est pas une baisse très significative, puisqu'elle est passée de 87% à 85%. Néanmoins, on observe une petite baisse. Par contre, dans le même intervalle, c'est-à-dire durant le mois d'août, on observe une hausse du soutien populaire à l'opération militaire spéciale, et les gens qui s'opposaient, le nombre de gens qui s'opposaient à cette opération a diminué. Donc on voit que la population, tout d'un coup, donne plus de soutien à la défense du territoire russe, ce qui était assez facile à comprendre, et probablement souhaiterait que Vladimir Poutine réagisse de manière plus déterminée contre l'Ukraine. Et ça se voit également au niveau des intentions de la population russe concernant des négociations.
Et on observe que durant l'été, durant les mois précédents, l'intervention ukrainienne à Koursk, on avait 58% de la population russe qui était favorable à des négociations. Et tout d'un coup, ce taux a chuté en août de cette année, donc après l'intervention russe. Et par la même occasion, simultanément, ou de manière symétrique si vous voulez, ceux qui étaient favorables à la continuation des opérations militaires, eh bien, ont augmenté dans l'intervalle. Donc ça veut dire qu'on a du côté de la population russe une position peut-être plus, plus nationaliste que ne l'est Vladimir Poutine, ce qui confirme d'ailleurs l'idée qu'on a évoquée à de nombreuses reprises que Vladimir Poutine ne représente pas la frange la plus extrémiste en Russie, contrairement à ce qu'on entend dire en Occident. Et que probablement, si Vladimir Poutine, en admettant que l'objectif de Zelensky d'arriver à une déstabilisation et un renouvellement du pouvoir à Moscou se déroule, eh bien, on aurait plutôt l'apparition de personnalités plus extrêmes que Vladimir Poutine que ce qu'on imagine en Occident. Donc, et là, on constate également que les Occidentaux n'ont pas de vision très claire de cette situation parce que en poussant l'Ukraine, ils poussent clairement la situation vers une détérioration, dans tous les sens du terme. Et c'est là que l'idée d'aider l'Ukraine, en soi, c'est très bien d'aider l'Ukraine, mais l'objectif de cette aide n'apparaît pas très clairement du côté européen, puisque plus on aide l'Ukraine, plus on va vers une péjoration de la situation. Et une péjoration de la situation sur le terrain en Ukraine, ça a été dit, mais une péjoration également dans les relations qui sont déjà pas très bonnes, il faut l'admettre, mais qui amènerait à Moscou des gens encore plus opposés à l'Occident que ne l'est Vladimir Poutine, qui d'ailleurs, je pense, n'est pas si opposé que ça à l'Europe, contrairement d'ailleurs à ce que j'entendais, qui a été donné lors d'une conférence récemment ici à Paris, quelqu'un qui disait que Vladimir Poutine s'était toujours opposé à ce que l'Ukraine entre dans l'Union européenne et que ça avait été une ligne rouge de Vladimir Poutine, l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. C'est totalement faux. La Russie ne s'est jamais opposée à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, au contraire, mais elle aurait voulu que cette entrée dans l'Union européenne se fasse avec une prise en considération plus large des intérêts à la fois de l'industrie ukrainienne et de l'industrie russe qui sont historiquement très liés entre elles. Et que par conséquent, on ne pouvait pas couper les ponts avec la Russie, et c'est ce qui s'est passé, c'était d'ailleurs tout l'objet des discussions de 2013-2014 en Ukraine avec l'Union européenne, avec Manuel José Barroso à l'époque, qui était chef de la Commission, qui présidait la Commission européenne. Et ce sont les Européens qui se sont opposés, qui ont dit c'est soit l'un, soit l'autre. Alors que la position de la Russie, c'était on pourrait faire l'un et l'autre. N'est-ce pas? Donc, le fait que la Russie, l'Ukraine coupe des ponts avec un de ses partenaires, c'était une décision européenne, mais pas russe. Donc, Vladimir Poutine n'est pas opposé, beaucoup moins opposé à ce qu'on dit en Europe par rapport à l'Union européenne. Et si on arrivait à un changement de pouvoir par la force en Russie, il arriverait sans doute à avoir des gens encore plus anti-européens et beaucoup plus européens que ne l'est Vladimir Poutine. Je vous remercie, Jaco. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « L'art de la guerre russe, comment l'Occident a conduit l'Ukraine à l'échec » aux éditions Red Fellow. Merci à vous. Merci.